Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménidré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, je m'entretiens avec Laetitia Randrianasolo, VP Revenue France chez SalesCycle. SalesCycle, c'est une entreprise européenne de remarketing as a service. Concrètement, elle accompagne ses clients dans le but de réduire leur abandon de panier, entre autres, mais les aide aussi à identifier, maximiser et transformer toutes les opportunités de conversion qui naissent au fil du parcours client. En bref, tout ce qui peut permettre à un e-commerçant de générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Avec Laetitia, nous revenons sur l'étude publiée récemment par SalesCycle qui vous donne les tendances et chiffres clés du e-commerce dans le milieu de la mode en 2023. Bonjour Laetitia, merci d'être en ma compagnie pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Alors est-ce que, en guise d'introduction, tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, bonjour Charles. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc moi, c'est Laetitia Randrianasolo. Je suis VP Revenu France chez SalesCycle. Et auparavant, j'étais cofondatrice et directrice générale de Rimani, une technologie d'email retargeting d'acquisition qui a été revendue à Cloud Media en ce début d'année 2023. Avant cela, j'ai travaillé chez Criteo, chez Zanox qui est devenu Awin. Et j'ai un parcours d'un peu plus de 15 ans maintenant dans les médias digitaux, aussi bien en start-up que sur des scale-up. Voilà, pour faire bref sur ma présentation. Très bien, tu vois, on te connaît un petit peu mieux maintenant. Aujourd'hui, on va parler de SalesCycle, bien sûr, c'est ton entreprise d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors, SalesCycle, c'est une entreprise européenne de remarketing as a service. On a un peu plus de 130 collaborateurs dans le monde, aussi bien en Angleterre, en Australie, à Singapour et aussi aux États-Unis. Et on est 38 basés en France. Et pour donner quelques chiffres sur les clients, on a un peu plus de 500 clients actifs à travers le monde. Pour parler un petit peu de notre proposition de valeur, un des challenges de nos clients aujourd'hui, c'est de transformer leurs visiteurs en clients fidèles. Alors généralement, leurs activités fonctionnent bien, mais ils ont la frustration d'un manque de ROI compte tenu des investissements qui sont assez importants dans des leviers d'acquisition de trafic. Et nous, on les aide à rentabiliser chacune de ces actions en analysant le comportement des internautes, en les retenant sur le site et en les amenant à convertir, et ce par différents canaux, aussi bien en email, en SMS, en display et sur WhatsApp notamment. Concrètement, en termes de résultats, on peut générer jusqu'à 10% de chiffre d'affaires additionnel. Et sur l'année 2022 qui vient de s'écouler, SalesCycle a permis à ses clients de récupérer un peu plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, vraiment conséquent, hein. Donc 10% de chiffre d'affaires additionnel et récupération de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même très conséquent. Merci pour tes chiffres. Alors on te connaît toi, on connaît SalesCycle et maintenant est-ce que tu peux nous parler de ton champ d'action? Alors aujourd'hui, je supervise le business France et l'Afrique francophone. Mon équipe, elle est principalement composée d'account exécutive et d'account manager, et je travaille en transverse avec le partenariat et le marketing. Mon rôle, principalement, c'est d'accompagner les équipes dans la compréhension des besoins des prospects et des clients, et de pouvoir accompagner ces mêmes clients dans la résolution de leur challenge e-commerce au travers des solutions de SalesCycle. Cette compréhension des challenges clients, ça me permet aussi de lancer de nouveaux projets au sein de SalesCycle. Et le dernier en date, c'est le déploiement d'une offre combinée, email remarketing et display retargeting. Mais sur ce sujet, on va avoir un peu plus de communication qui va venir en septembre. Et enfin, une de mes missions aussi principales, c'est comme aujourd'hui, c'est de faire rayonner et de rendre visible SalesCycle sur le marché français. Et encore une fois, merci Charles pour cette invitation
pour le podcast. Eh ben, c'est avec grand plaisir et si on peut, t'aider à faire rayonner, SoyCycle et ben, sur le marché français et voire même au-delà, et ben, c'est avec grand plaisir et justement, dans le cadre de ce podcast, on va parler de votre, dernière étude, en tout cas d'une étude qui est toute récente, l'édition 2023 des tendances et chiffres clés du e-commerce dans la mode. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette étude et pourquoi la réaliser et cetera? Comme c'est l'édition 2023, j'imagine qu'il y a eu un passif aussi. Est-ce que tu peux nous parler de cette étude? En fait, chaque année, on réalise, des rapports, des livres blancs et aussi des guides qui va contenir des tendances, des données et des insights qui sont spécifiques à chaque secteur. Le but, de ces études, c'est d'aider les marques, en fait, e-commerce à optimiser leur stratégie de marketing, digital et pourquoi pas identifier des nouvelles, opportunités commerciales. En fait, chez SalesCycle, on va travailler principalement avec des clients qui opèrent dans 3 secteurs que sont la mode, le retail et le tourisme. En général, on va produire des études autour de ces 3 secteurs d'activité. Très bien, donc là, du coup, on va parler de celle sur la mode et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la méthodo? Comment est-ce que cette étude, elle est réalisée? Le rapport, il a été produit par nos équipes data et marketing en analysant plus d'1 milliard de parcours utilisateurs en ligne en 2022 et sur plus de 150 de nos clients mode sur tous les marchés sur lesquels on est présent. Et en parallèle de ça, on a suivi quelques-unes des plus grandes marques de mode en ligne tout au long de l'année. Et en fait, c'est cette analyse qui nous permet, de mettre en évidence les tendances clés et les comportements d'achat en 2022 et fournir, comme ça des insights, aux e-commerçants pour les aider dans leur stratégie digitale dans cette année et l'an prochain. Est-ce que tu as justement deux, trois éléments majeurs, par exemple peut-être des chiffres clés à nous présenter en guise de teaser avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet voilà, sur différentes parties? Alors pour donner un petit teaser aux auditeurs, quelques insights que je peux partager. Alors premièrement, on note une croissance qui est progressive des ventes en ligne dans la mode à partir du mobile. On a, près de 72 des ventes qui sont réalisées à partir d'un appareil mobile versus 28 des ventes qui sont faites, via ordinateur dorénavant. Et les ventes sur mobile dans l'industrie de la mode ont augmenté de 41 depuis 2020. C'est énorme. Et on a 2 depuis notre rapport de l'an dernier, puisque c'est un rapport qui est produit annuellement. Clairement, c'est le mobile en fait qui devient la méthode d'achat préférée de la nouvelle génération des consommateurs en ligne. On a une autre tendance qui est liée à la précédente et ça concerne le taux d'abandon de panier par device. En fait, le taux d'abandon de panier sont plus élevés sur mobile, environ 85%, alors que sur ordinateur, on est plutôt aux alentours de 78%. Le trafic et les ventes qui sont plus élevés à partir du mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que les marques de mode, elles sont confrontées à des défis potentiels pour améliorer l'expérience d'achat des utilisateurs sur mobile. En fait, l'amélioration des caractéristiques clés, comme la simplification des processus de paiement, le nombre d'options de paiement, les délais de chargement, les images des produits, la personnalisation et le reciblage, tout ça, ça pourrait contribuer à améliorer l'expérience client et aussi réduire les taux d'abandon de panier pour chaque device. Merci pour tes éléments. On va passer sur la première partie, on va parler de la vente de produits. Alors en 2022, on apprend dans l'étude qu'il y a eu pas moins de 37 millions d'articles de mode vendus par vos clients. Est-ce que tu peux nous présenter, je dirais, les tops et flops de ces ventes? Oui, bien sûr. Alors c'est une partie de l'étude que j'aime particulièrement. Alors en 2022, ce qu'on a observé, c'est que c'était les robes qui sont, en tête des ventes avec plus de 9 millions d'articles vendus. Ensuite, sur la seconde marche, on a les t-shirts avec 6 millions d'articles et en dernier sur le top 3, voilà, du podium, on a les jeans avec, 5 millions d'articles vendus. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce podium, en fait, il contraste avec les années précédentes où c'était les t-shirts qui représentaient la majorité des ventes en ligne. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'à partir de 2020, il y avait des événements sociaux qui n'ont pas pu avoir lieu à cause du Covid, donc comme les mariages, les enterrements de vie de jeunes filles ou bien divers événements sociaux et d'entreprises, mais c'est plus le cas en 2022.
Et ça peut peut-être expliquer, cette demande en robe et autres vêtements de cérémonie ou de sortie qu'on observe dans le top des produits vendus. Ouais, c'est intéressant ce contraste justement et peut-être d'essayer, voilà, comme tu viens de le faire, d'essayer de comprendre, ces évolutions, ce qui s'est passé sur le marché. Donc merci pour ce petit podium. J'ai une autre question maintenant, même si, voilà, c'est très connu, on sait qu'il y a une forte saisonnalité, hein, dans le milieu de la mode, mais comme dans plein d'autres milieux. L'étude le prouve aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça et est-ce qu'il y a des surprises? En termes de saisonnalité, dans le marché du e-commerce, c'est le mois de novembre qui est reconnu comme pic, annuel des achats et des ventes en ligne. Ce qui est surprenant, c'est que le mois de janvier enregistre l'année dernière le plus grand nombre de ventes. On est, environ à 10 dans notre dernière étude. Alors finalement, les soldes de janvier, deviennent aussi populaires que les ventes, du Black Friday ou du Cyber Monday en termes de marketing et de promotion des marques. Les fortes réductions en fait de novembre créent une sorte de tunnel de vente jusqu'en janvier. C'est ce qui est vraiment important pour les marques de vente car, toutes ces ventes en continu, elles peuvent contribuer à augmenter leur chiffre d'affaires et à démarrer la nouvelle année, sur de bonnes bases. On observe également un pic important des ventes en juillet, comme les années précédentes, et une forte baisse sur le mois d'août. Et dans l'étude, on le voit, hein, c'est le mois d'août et le mois de décembre qui sont clairement les périodes les moins prisées par les consommateurs. D'ailleurs, pour encourager les ventes et maintenir des bons niveaux de stock qui sont influencés par la saisonnalité, ce qui serait judicieux, c'est de cibler des périodes plus calmes tout au long de l'année pour certains articles et produits, avec des notifications de vente ou d'autres options d'action comme le remarketing on-site pour les offres limitées, par exemple. Et certains articles qui dépendent davantage de la saisonnalité, avec des pics et des creux, comme les robes et les pulls. Par contre, certains articles comme les jeans, eux, c'est des ventes qui sont assez stables tout au long de l'année. Du coup, si on diffuse de manière très régulière des messages de conversion pour ce type d'article, ça peut maintenir un niveau de chiffre d'affaires assez continu tout au long de l'année. OK, bah, merci pour tes explications. C'est vraiment des éléments intéressants et du coup des éléments à prendre en compte pour ces vendeurs en ligne. N'hésitez pas à creuser, sur cette étude et justement, l'étude, elle va quand même assez loin. Elle apporte aussi des données sur les jours et les heures d'achat des consommateurs. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que c'est quand même assez, intéressant et assez poussé comme statistique. Alors, d'après nos statistiques, le week-end, c'est le meilleur moment pour les ventes du secteur de la mode. Le dimanche, c'est le jour le plus prisé pour les achats, on est à 16%, et ensuite, c'est le samedi. Et au contraire, c'est le mardi qui enregistre le plus bas niveau de vente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des résultats qui sont différents de ceux de l'année dernière et des années précédentes, où c'était le jeudi qui était le meilleur jour des ventes. Et aujourd'hui, c'est le dimanche. Et le samedi qui était le jour avec les ventes, on avait le moins de ventes. Et en fait, ce précédent modèle d'achat était logique pour les achats de vêtements avant le week-end. Et maintenant, on peut seulement supposer que les consommateurs, tout simplement, préfèrent faire leurs achats pendant leur week-end et leur temps libre. Par contre, en termes d'heures d'achat, les ventes, elles augmentent régulièrement à partir d'environ 3 heures du matin. Et le premier pic, par contre, là, c'est quand tout le monde commence à être debout, le premier pic de vente est à 10 heures. Et après, on a le volume de vente, il reste stable jusqu'au prochain pic qui, lui, est à 21 heures. Et lui, le pic à 21 heures, il est lié aux habitudes de travail standard. C'est vraiment intéressant de voir, le contraste d'année en année. Là, il y a vraiment, presque, je dirais, plus grand chose à voir avec l'année précédente, en fait. Ouais, mais ça, je pense que c'est aussi lié, au covid, qui ont clairement changé nos habitudes d'achat, à la hausse aussi du télétravail, du coup qui ont changé notre manière, du coup d'être au bureau, d'être à la maison, on est peut-être, finalement, plutôt à la maison et ça va changer nos habitudes de consommation. Ouais, puis tu disais, peut-être voilà, j'ai un événement, le week-end, bah, je vais peut-être, acheter, ma tenue pour, enfin le jeudi pour ce week-end-là et puis maintenant, bah, il y a aussi pas mal de choses qui se sont développées sur le click and collect, sur le fait de récupérer ses commandes, un peu plus vite qu'avant et donc bah, voilà, je peux très bien récupérer mon vêtement le samedi matin et j'ai pas besoin de l'avoir, dès le jeudi. Donc peut-être que tout ça, explique cette différence sur cette année. Alors du coup, l'étude, elle va encore plus loin, hein. Bon, on va pas divulguer tous les chiffres. Est-ce que tu as d'autres détails
à nous apporter avant qu'on passe sur la partie numéro 2 et les statistiques de l'email marketing? Alors, concernant la vente de produits, notre équipe data, elle a aussi analysé les tendances d'achat des tailles. En fait, les tailles, les plus populaires sont celles qui ne sont pas numériques. En fait, on peut, supposer que cela provient de la combinaison, des tailles typiques pour, les hommes et les femmes, mais la grande différence de volume entre les 2 types de tailles pourrait laisser penser que globalement, les consommateurs de tous les sexes préfèrent une option plus inclusive, le S, M, L et cetera. Et plus précisément, c'est la taille M qui a été, la plus vendue, à plus de 12 millions. Et pour expliquer ce phénomène, on se dit qu'en fait, on prend en considération les aspects sociaux, du shopping, les changements et les mouvements, dans la mode. Il y a tout un développement d'une image beaucoup plus positive du corps et aussi de la fluidité du genre dans le mode. Et tout ça peut avoir un impact sur les tailles et les mesures que les consommateurs modernes choisissent aujourd'hui. Et par exemple, les vêtements non numériques et unisexes s'adaptent mieux à un plus grand nombre de morphologies. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que les marques de mode doivent prendre en compte aujourd'hui et changer peut-être les tailles des produits qu'ils vendent en ligne pour s'adapter justement à ce changement, des consommateurs. Très bien, bien, merci pour tous tes éléments de réponse sur cette première partie, hein, des ventes de produits. On va passer sur la deuxième, comme je vous le disais. On va parler des statistiques de l'email marketing. Alors, dans l'étude, ce qui est assez frappant, c'est qu'on apprend que le taux d'ouverture moyen est inférieur à 50% et que très peu, au final, des destinataires deviennent visiteurs du site en question. Alors, quels sont tes conseils pour augmenter tout cela? En tout cas, bah voilà, se donner les chances de le faire. Oui, alors on a plusieurs conseils généralement qu'on donne, à nos clients pour augmenter le taux d'ouverture des emails et encourager les internautes à retourner sur le site. Alors le premier conseil, ça va être de soigner, l'objet de l'email. Il faut que celui-ci soit, clair, qu'il soit concis et qu'il soit captivant. L'idée, c'est de donner envie aux destinataires d'ouvrir, l'email pour en savoir plus et généralement, on utilise des techniques, d'incitation comme l'urgence, la personnalisation ou encore les offres, spéciales pour attirer l'attention. Deuxième conseil, il faut personnaliser le contenu et pour cela, il faut utiliser les données, que vous avez sur vos clients, sur les consommateurs en ligne pour personnaliser le contenu de l'email. On conseille aussi d'adresser les internautes par leur nom et proposer des recommandations produits ou des offres qui soient spécifiques, basées sur leurs précédents achats ou, leur comportement sur le site. Et pour créer un sentiment d'urgence, on va, généralement conseiller d'utiliser des dispositifs comme, le compte à rebours ou les live trends qui sont associés à des mots comme offre limitée dans le temps ou, quantité limitée. L'objectif, c'est vraiment d'inciter, les destinataires de ces emails à, agir, rapidement. Et le dernier conseil qu'on va donner, c'est d'utiliser des call to action, donc des CTA qui soient clairs. Et plus les CTA sont clairs et attrayants, plus les internautes sont encouragés à cliquer sur le lien et à retourner sur le site. Alors, il faut bien évidemment que les CTA soient visibles et facilement repérables dans l'email. Et un autre conseil, c'est d'insérer en fait ce qu'on appelle des liens de repopulation dans les emails d'abandon de panier qui redirigent vers le panier et comme ça le panier est reconstruit. Les consommateurs sont parfois un peu fainéants. Alors, il ne faut pas oublier que la plupart des gens aussi consultent leurs emails sur leur téléphone portable. Donc, il va de soi que les emails doivent être optimisés pour les appareils mobiles, pour qu'ils s'affichent correctement et soient faciles, à lire, sur des petits écrans. Et donc tous ces conseils-là, en général, il faut les AB tester et analyser les résultats. Et les résultats à analyser, c'est le taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de conversion et comme ça, ça permet de mieux comprendre ce qui motive, les utilisateurs. Et normalement, avec ces premiers conseils, les emails marketing devraient, avoir de meilleurs résultats. Donc du coup, pour résumer, les 3 conseils, soigner l'objet de l'email, personnaliser le contenu et utiliser des CTA, clairs. Peut-être, est-ce que, par exemple, un verbe d'action, est conseillé Exactement. ou autre chose? Ouais, plutôt un verbe d'action, hein. Un verbe d'action, qui soit vraiment clair, ne pas dépasser plus de 3 mots, sur un CTA. Ça, c'est en général les best practices qu'on va conseiller à nos clients.
D'accord, et notamment sur mobile, c'est le sujet de ma prochaine question, si on peut faire un petit focus là-dessus. Tu nous as teasé juste tout de suite, mais est-ce que tu peux nous présenter la différence entre les abandons de panier sur mobile et sur ordinateur, avec un petit peu plus de détails, peut-être même quelques chiffres? Oui, bien sûr. Alors, dans l'e-commerce de la mode, en fait, les taux d'abandon sont généralement élevés et ce pour plusieurs raisons, quel que soit l'appareil utilisé. Le taux d'abandon qui est plus élevé sur mobile, à 85%, que sur ordinateur à 78%, ça peut avoir plusieurs explications. Mais il est évident que de nombreux utilisateurs peuvent trouver l'expérience d'achat sur mobile un peu moins pratique ou plus difficile que sur un ordinateur. Donc les marques, elles doivent continuer leurs efforts pour optimiser leur site web mobile et fournir une expérience d'achat qui soit plus intuitive, plus simple. Elles peuvent améliorer la navigation sur le site, simplifier le processus de paiement et offrir une optimisation plus avancée pour les appareils mobiles. Et est-ce que tu as quelques causes principales justement de ces abandons? Les raisons, elles sont multiples, hein, pour lesquelles, les acheteurs abandonnent leur panier. Ça peut être, des problèmes techniques, tout simplement, des problèmes, de paiement, des frais de livraison qui sont trop élevés, la préférence d'achat en magasin, donc parfois, tout simplement les internautes préfèrent aller, acheter en magasin ou bien, ils ont, fait une recherche et ils ont continué ailleurs, leur recherche ou tout simplement ils ont changé d'idée. En fait, chaque panier abandonné, c'est une occasion manquée pour une marque de réaliser une vente et de générer des revenus. Donc, ça a un impact. Et c'est bien connu en fait des marketeurs, mais acquérir un nouveau client est bien plus coûteux que de fidéliser un client existant. Donc, en réduisant les taux d'abandon de panier, les marques, elles peuvent améliorer leur coût d'acquisition client et renforcer leur présence, la présence de la marque. Très bien, du coup, un abandon de panier, c'est aussi une analyse à faire pour mieux comprendre justement cet abandon. Donc là, on parle de la France, mais est-ce que c'est pareil dans le monde? Est-ce qu'il y a une tendance générale? Oui, en fait, il y a une tendance générale, le taux d'abandon de panier pour les marchés qu'on a analysés, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, sont élevés dans toutes les régions et ce qui est normal dans le secteur de la mode. Alors plus précisément, en Amérique du Nord, on a 85 de taux d'abandon. En Europe, on est aux alentours en moyenne de 83 et en Asie-Pacifique, on est à 88 de taux d'abandon. Et là, il est important de prendre en compte des facteurs aussi culturels, logistiques et financiers en fait de chaque marché et adapter les solutions mises en place comme les offres de livraison à prix réduit, l'amélioration du site ou encore des campagnes de remarketing personnalisées. Très bien, bah, merci beaucoup pour tes réponses sur l'email marketing, avec notamment tes bonnes pratiques voilà, pour réduire l'abandon de panier, ou en tout cas l'améliorer, et réaliser plus de ventes. Par conséquent, on va passer sur la partie 3, rétention on-site marketing. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet et nous l'expliquer, parce que c'est quand même un terme assez technique? Oui, tout à fait. Alors j'en ai parlé brièvement quand j'ai parlé des sujets, des niveaux de stock qui sont influencés par la saisonnalité. Nous, il nous semble judicieux de cibler des périodes calmes, en fait, tout au long de l'année pour certains articles, je parlais des jeans, notamment et des produits avec des communications on-site. En fait, un des enjeux des e-commerçants, c'est vraiment de retenir le trafic sur le site. Donc chez SalesCycle, on aide les marques e-commerce, mais pas uniquement à réengager les internautes à travers, l'email, remarketing. On va aussi les accompagner dans cet enjeu de rétention. Et pour cela, les marques, elles mettent en place nos solutions d'on-site remarketing pour engager les internautes sur site, mais pendant la navigation de ces internautes. Très bien, du coup, bah, concrètement, petite question bonus, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous apportez, vous, à travers ce sujet-là avec SalesCycle, justement? Comment ça fonctionne? Alors, nos clients, au travers nos solutions on-site, ils affichent des messages en temps réel où les visiteurs peuvent interagir avec ces messages-là. Et ces messages contribuent à augmenter les conversions en session tout en réduisant les abandons en ligne et donc pour eux, c'est un gain de chiffre d'affaires. Alors nos clients, ils affichent des messages personnalisés à des moments clés du parcours d'achat. Par exemple, on a pendant la phase de navigation, ils affichent ce qu'on appelle les tendances produits, le live trend. En fait, ce type de message, ça contribue à ajouter un élément d'urgence en affichant la popularité d'un produit qui a été recherché par l'utilisateur et ce qui augmente la rétention et les conversions. Et ce qu'on note, c'est qu'on a un uplift moyen des conversions de plus 13%
lorsque le message est affiché sur la page produit. L'autre type de message que nos clients mettent en place, c'est le compte à rebours. Ça, c'est un excellent moyen de créer un sentiment d'urgence, mais aussi de fournir aux visiteurs des informations utiles qui influencent leur décision d'achat. Les comptes à rebours, nos clients, ils les utilisent particulièrement sur des moments clés comme le Black Friday. Et l'année dernière, sur le Black Friday, on a observé un uplift de plus 30% sur le taux de clic, quand il y avait un message compte à rebours, et plus 200% sur le taux de conversion. Certains de nos clients utilisent aussi des messages on-site pour augmenter leur base de données prospects, opt-in. Et c'est un bon moyen pour eux d'avoir des prospects qualifiés qui vont pouvoir ensuite réadresser avec leurs outils CRM. Et en moyenne, on a des taux de capture d'emails qualifiés qui va entre 1% et 4%. Et ça dépend de la cible aussi du site. Autre exemple, je parlais du coup des messages qui étaient affichés en fonction du parcours. Et donc un autre exemple de rétention qui est là par contre au niveau de la phase d'ajout au panier. En général, nos clients mettent une pop-in de rétention à ce niveau-là pour demander aux visiteurs s'ils souhaitent s'envoyer un rappel des détails de leur panier ou bien s'ils souhaitent continuer leur navigation pour augmenter la rétention on-site. Et sur la pop-in de rétention de panier, nos clients ont un taux de capture moyen qui est de l'ordre de 3%. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'afficher des messages qui sont personnalisés et qui sont fonction du parcours de l'utilisateur. On ne va pas avoir les mêmes messages sur une fiche produit que sur l'étape quand on rentre dans le tunnel d'achat. Très bien, bah, merci pour tes précisions et merci aussi pour les chiffres, hein, que tu nous partages avec transparence. C'est vraiment des chiffres forts, ça montre quand même que voilà, en mettant en place des stratégies, en comprenant aussi le comportement des consommateurs et cetera, bah, que ça marche et que ça peut permettre à un site e-commerce d'augmenter ses ventes. Donc, merci à toi pour tous ces conseils. Justement, quels sont tes conseils maintenant pour les marques? En fait, la base, sur, la partie rétention, c'est vraiment que les marques doivent acquérir une connaissance, approfondie en matière de navigation en ligne, mais aussi bien de connaître le comportement d'achat de leur utilisateur, le client. Quand on va accompagner une nouvelle marque, souvent on va aller regarder en détail, en fait, où se trouvent les points de friction, en fait, sur le site, à quel moment, en fait, l'internaute abandonne le site. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir adapter nos solutions de remarketing on-site, en fonction, des besoins et de chaque étape du parcours d'achat. Donc vraiment le premier conseil, c'est de bien connaître le comportement d'achat, des utilisateurs en ligne. Très bien, bah, merci à toi pour ta réponse. Je te propose qu'on passe à notre quatrième partie, la dernière. On va comparer un petit peu les habitudes d'achat entre la fast fashion et le luxe. Alors, première question, peut-être toute basique, toute simple, mais est-ce que tu peux nous rappeler la différence justement entre fast fashion et luxe? Alors le fast fashion, ça se caractérise par des produits qui sont très abordables, une production, rapide, très fast et la sortie de nouveaux produits de manière très fréquente. À l'inverse, le secteur du luxe va se distinguer par des produits qui sont plus haut de gamme, donc en termes de valeur, de prix, une image en général d'exclusivité, une durabilité aussi qui est accrue et la sortie de nouveaux produits se fait de manière, on va dire, plus standardisée, lors des collections printemps-été et automne-hiver principalement. Merci pour cette précision, ça me semblait intéressant de rappeler la différence justement entre fast fashion et luxe. Maintenant qu'on connaît cette différence, est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter les éléments mis en lumière justement par l'étude à ce sujet? Notre équipe data, elle a analysé les différences entre les habitudes d'achat et notamment sur les ventes en ligne par device. En fait, sur les données qui ont été analysées, on note un comportement d'achat qui est différent entre les secteurs fast fashion et celui du luxe. Et ce qu'il en ressort, c'est que les consommateurs fast fashion achètent davantage en ligne, à la fois sur ordinateur que sur mobile. Alors que sur le luxe, seulement 15% d'articles de luxe sont achetés avec n'importe quel type d'appareil. Et à notre sens, en fait, les marques de luxe devraient investir dans un design et des interfaces qui sont adaptées au mobile pour améliorer l'expérience d'achat des utilisateurs sur mobile. En fait, l'ajout de boutons, type, liste de souhaits ou, enregistrer, pour plus tard, associé à un large éventail d'options de paiement, devrait contribuer à encourager, les achats des visiteurs. Et l'autre point analysé, c'est le panier moyen par région et secteur. Alors, selon les résultats de l'année dernière, les consommateurs dépensent plus dans tous les domaines, tant pour les marques de fast fashion
que pour les marques de luxe. L'exception, c'est le luxe en Europe où là, le panier, il a légèrement diminué, de 4 $. La technologie, et les comportements des consommateurs continuent d'évoluer au sein d'une génération, qui devient, de plus en plus technophile. Il est probable en fait que, les achats en ligne continueront de progresser en tant, que méthode préférée pour les achats de produits, de mode. Très bien, bah écoute, Laetitia, je te remercie beaucoup pour tous tes éléments de réponse sur ces 4 parties. On a parlé dans un premier temps de la vente de produits de manière un petit peu générale, mais aussi détaillée. L'email marketing, c'est statistique. On a parlé de la rétention. Là, on vient tout juste de parler de la comparaison des habitudes d'achat entre la fast fashion et le luxe. Alors, on arrive progressivement sur la conclusion, mais voilà, on parle de l'étude depuis tout à l'heure. Si en une phrase, tu devais convaincre nos auditeurs de télécharger cette étude, quelle serait-elle? Alors, j'ai partagé effectivement quelques insights aujourd'hui sur les chiffres clés, de l'industrie de la mode, mais il y en a mais plein d'autres tout aussi intéressants dans notre, étude complète et à mon sens, c'est, une super ressource pour comprendre les tendances et les opportunités, du secteur. Ouais, donc je vous encourage, vivement du coup à la télécharger. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup plus de chiffres et d'insights, hein. Là, on a vraiment fait que de teaser, en fait, cette étude, hein. C'était l'objectif. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de données et c'est vraiment, très, très, révélateur aussi de tout un marché. Question peut-être un peu plus ouverte pour toi, comment est-ce que tu vois l'avenir, du secteur de la mode dans le e-commerce? La mode, en fait, c'est un secteur qui continue de croître en e-commerce. On observe des changements, vraiment assez importants, comme l'adoption de technologies innovantes, comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui vont être, de plus en plus présents en ligne. Et l'intelligence artificielle aussi va permettre, une meilleure personnalisation et une meilleure expérience d'achat pour répondre, aux attentes, des consommateurs. En fait, les e-commerçants, ils chercheront à recréer une expérience en ligne, identique à celle, que les consommateurs ont en magasin et à travers, des fonctionnalités interactives et une navigation qui va être, plus intuitive. Très bien, on va suivre justement l'évolution et l'avenir de ce secteur de la mode. Est-ce que peut-être pour conclure, tu as des actualités de SoyCycle à nous présenter sur les mois qui arrivent, sur l'année prochaine peut-être? Oui, alors on a plusieurs actualités, aussi bien, produits, que développement chez Cycle. Alors tout d'abord d'un point de vue région, donc on est présent en France, au UK, en Espagne, en Italie, aux US, Canada, pardon, et l'Asie-Pacifique. Et là, on se développe également, on ouvre le marché allemand. Donc, grande nouveauté en termes de déploiement, au niveau des régions. Et d'un point de vue produit, on a une nouvelle fonctionnalité, qui s'appelle, Time-Based Segmentation et c'est la possibilité, dorénavant d'envoyer un email à un instant T et à une heure précise sur des internautes qui ont abandonné le site du client sur les 30 derniers jours, par exemple. En fait, ça, c'est né d'une demande, de nos clients qui souhaitaient renforcer certains temps forts commerciaux ou bien maximiser la période de paye en fin de mois. On sait que en général, notamment en France, les achats se font, vers le 28 du mois. On se demande pourquoi. On a tous reçu notre salaire et donc souvent les clients nous disaient: «Comment je peux, faire, finalement pour, rattraper des internautes qui sont venus le 5 du mois mais qui n'ont pas converti?» Et donc on a réfléchi à une nouvelle fonctionnalité avec, le Time Based Segmentation, appelé TBS. On a dorénavant, cette possibilité de les accompagner sur cette problématique. Et on va avoir d'autres actualités à venir, mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Ça sera peut-être l'occasion de faire un nouveau podcast, en septembre. Un nouveau teaser, mais du coup, ce serait avec grand plaisir. Et bah, pour vraiment, terminer notre échange, je te propose de nous partager un mot de la fin. Tu as la parole pour conclure notre échange. Alors que dire? Alors déjà, j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi, sur ce podcast et mettre, en avant, différents contenus, qu'on produit pour nos clients chez SalesCycle. C'est vraiment un gros boulot de l'équipe data et l'équipe marketing. Donc on espère vraiment et sincèrement qu'elle soit intéressante, pour, nos clients, et nos futurs partenaires. Et je finirai par encourager les auditeurs à visiter notre site ou bien, demander un audit à nos experts. Ils sont là, pour comprendre les challenges, des clients et les aider, à les résoudre. Eh ben, merci beaucoup, Laetitia. C'était un véritable plaisir pour moi aussi de te recevoir sur ce podcast des explorateurs du e-commerce. On a parlé de l'étude. Donc, cette étude, je vous encourage, vous qui nous écoutez, à la consulter, la télécharger. Tout est disponible sur e-commerce nation, bien sûr. Et à suivre aussi SideCycle, à apprendre un petit peu plus ce qu'il propose
pour les commerçants. Voilà, comme on vient d'échanger avec Laetitia, ce sont des experts dans beaucoup de sujets qui vous aideront à développer votre chiffre d'affaires et vos ventes. Laetitia, merci une nouvelle fois, c'est un vrai plaisir. À très Merci, vite Jérémy. pour échanger de nouveau sur d'autres sujets et voilà, aller plus loin dans la découverte du e-commerce. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.